Bonjour, chers collègues, chers consoeurs. Donc, on va enchaîner par la session 5 qui va parler de déficit immunitaire primitif à révélation tardive chez l'enfant. Donc, à mon tour, je souhaiterais remercier les organisateurs et particulièrement le professeur Bousseha pour l'invitation. Et je suis ravie de participer à cette 8e édition du congrès. Et donc, il y a deux conférences. La première sur les désordres immunitaires à révélation tardive chez l'enfant et les soins pour adolescents atteints de déficit immunitaire primitif. Je pense que la deuxième conférence, Monsieur Mates, il s'excuse, il n'est pas parmi nous. Donc, j'invite Madame le professeur King qui va nous parler du déficit immunitaire à révélation tardive chez l'enfant. Professeur King est pneumopédiatre à Santiago, en Chili. Elle est aussi experte, membre expert du groupe de travail sur le déficit immunitaire primitif en Chili. Elle est aussi à la tête du service d'immunologie pédiatrique à l'hôpital de Santiago. Donc, professeur King, à vous la parole. Merci. This is where I come. I come from Chile. We are in winter there now, so this is Santiago. This is Santiago, the city where I live, and these are the hospitals where I work with children. Even though we are in the newborn screening area, we do not have access worldwide. And I think that here in Africa, you don't have access in all countries to newborn screening. And in Chile, it's working in progress. We will have it just in next year. It does not diagnose all, anyway, it does not diagnose all inborn errors. As these disorders are genetically driven, a childhood onset disease and diagnosis before adulthood is expected. However, some patients are diagnosed late in childhood, either because of lack of awareness or due to delayed onset presentation. Which ones are seen later in childhood or adolescence in the last setting? And for me, it was when they told me to talk about this, for me it was like, well, it's easy, but it's not so easy. And just to remember that all the diseases in children are due to mutation, or almost all are due to mutations, germline mutations mostly, and some because of de novo mutations. And we have the hypomorphic mutations, missense, splice, donor, and acceptor site mutations that in general cause diseases that are milder and later diseases. So I picked some diseases that you can see more frequently later in childhood. And if you think, and if I ask you, which diseases can you see later in childhood, it's very easy. Which ones? CVID. Okay, so, but I picked some other diseases that you could see later in childhood or adolescence. These are the groups of the US, and in this group, you will almost never seen patients later with later onset. And this was presented already in the symposium, but this is an acid paper with the initial presenting manifestation in 1,600 patients with inborn errors of immunity, including infection and non-infection manifestation. And I don't know if you see it, but 69% of the patients had first manifestation were infections without dysregulation, 9% were
dysregulation without infection, and 9% were infection with the dysregulation. Of those that had a dysregulation without infection, they were between 6 years. The first symptoms were between 6 years and 25 years. 75% of these patients were under 6 years of all these patients. Also, the diagnosis, most of the diagnoses were very early in childhood. And you have also this group of patients, the doctor, I don't remember, but and then they're going to talk about this group. The group of patients that were older had mostly infectious, like the first symptoms. So we have a few patients that you can see later in childhood or adolescence, not adulthood, nor early childhood. And those are mostly CVIDs, but also predominantly antibody deficiencies other than CIVs. Some are in this, anyway, this group. This is the group of the SCIDs, and you should never see SCIDs after a very early childhood. But there is some diseases like ADA, RAC1 and RAC2, and Artemis deficiency that could be seen later in childhood. And one is ADA deficiency. This is the most common form of SCID. Typically, it's present at birth or during the first month of age, but there are phenotypes describe it milder later in childhood or even in adulthood. And this is a paper and a report of two patients. There were two siblings, and the older sister was 17 years old with an ITP that was very difficult to treat. And she has a younger sister that had some pneumonia, some warts, some candidiasis, but not very, they were like mild diseases. At the 20s, they had predominantly chest infections. When they were 30s, they were studied and they have CD4 lymphopenia. They have impaired lymph proliferation, impaired specific antibodies, and both patients were heterozygous at ADA locus, and those they were the father had the allele. So this is one report, but there are other reports where you can see some patients later in childhood with ADA deficiency. Then, if you look in this other group of diseases, you can have some patients later with MHC2 deficiency, MHC1, and this one. And in the MHC1 deficiency, you can have mutations in TAP1. Mutations in TAP1, in this group, patients are usually well until late childhood. And they have recurrent bacterial infections, but very mild later, not very important infections, but they subsequently experience recurrent infections of the lower respiratory tract with bronchiectasis and respiratory insufficiency if we don't treat them. They have necrotizing granulomas in skin, mostly in limbs, and they can have also granulomas in the upper airway. Several atypical patients have pneumocystis cerevisiae pneumonia, and they can have chronic diarrhea resulting in death during infancy. They are typically those patients who have a very low CD8 patients with CD4 patients that are normal. So this is another group that can be presented later in childhood. In this group, I'm not going to tell anything about them, but there are also reports of later patients presented
with CD40 ligand deficiency, ICOS deficiency, or ICOS ligand deficiency. There are reports also of agammaglobulinemia with X-linked agammaglobulinemia in some adults. It's rare, but it could be. And we have all these patients that have CVID. And CVID, of course, we already said that is the most common disease that is present later in childhood and adolescence. These that are marked here are the most frequent in later childhood and adolescence. And of course, if you see how you diagnose the CVIDs, there are some consensus, and two of them say that they must have more than 4 years old. The last consensus say no age requirement, but of course that says that it's later in childhood. Most of them has monogenic diseases, more than the adults, and they tend to be more monogenic than the adults. And one of the diseases that is very interesting is the Icarus loss of function with outflow insufficiency that is here, and it looks like a CVID, like an autosomal dominant CVID, but it's due to an upload insufficiency in Icarus gene. And you can see here that the age of presentation can go from some months to 60 years. So you can see patients with 8 years or 7 years. This a group of families that were studied and published recently. That's another CVID that you can see in that age. And I'm going to talk, and I picked this one because we had a patient, this is a report of patients with this mutation in this gene, and we have a patient, I don't know if you can see it, but she was a patient that was absolutely healthy during the first 3 years of age. And then when she was 3 years of age, she had alopecia and chikungunya, and she had an adrenal insufficiency. She was treated by the endocrinologist, by the dermatologist, but nobody thought about what's happening with her. And when she was 7 or 8 years old, she started to have pneumonias, bacterial pneumonias, and when she was, and then she was sent to the immunologist. We studied her, and she had this mutation, but when we had the diagnosis, she already had CMV that was everywhere, and we thought to transplant her, but she died before that. So that's patients can present like that in a later childhood. Then you have patients that can have ALPS, not in so early. In generally, we think if you are an HLH. You can think, okay, HLH, it's generally very early in the childhood, but there are some mutations that can present later. We have also the X-men that can present later. The SAP deficiency and SIAP can present later in childhood. And we have also this other group, ALPS, APZ, CD40, CDL4 deficiency are also seen sometimes or many times during the later childhood. And I'm going to present this one because this is a family we have. This is, I don't know if you can see, but they are two sisters. The eldest one was seen by us when she was 8 years old because she has granulomas on her legs, and we studied her a lot. We couldn't figure out what she had. She had biopsy, and even we made an eczema. And at the eczema, they didn't tell us exactly what she had. It was like
10 years ago. And then she had a little sister. And this sister presented with an HLH when she was 5 months old. So we sent, we had a panel, it was easier. We sent a panel of her, and she had a mutation in FES. When we went to the eczema has the same, was absolutely the same in her sister. And both had ELPS, and the father was studied too, and the father only has splenomegaly with the same mutation. So there's an incomplete penetrance in this in ALPS, and less than 60% as this incomplete penetrance, and the penetrance correlates with the location of the mutation in the protein structure, lower in the extracellular compared to the intracellular domain, because mutations in the extracellular domain led to haploinsufficiency. So maybe that's what happened with this family. And if you see this survey of 90% with ALPS, 7% were affected in an adult onset disease, average 18 and 30 years, the range was 18 and 35 years, and there were patients that were under 18 years old. And the median age of presentation was 3 years, but you had patients with 10 or 9 years that presented with ALPS. And then we have these two, LED1 and GETA2. LED1 in January, and all of you knows that it presents very early in childhood in general. They have less than 2% of CD18 expression, but there are some patients with moderate phenotypes, with periodontitis, with these ulcerations of the perianal area, and this impetigo in the cheek. These patients are not very often seen, but we always have to be like certain if one of our patients with periodontitis may have this disease, and this is due to the dysregulation of interleukin 17 and 23, and they can be treated very well with some biologics. And GETA2 is a disease that has a highly variable penetrance, and so the manifestations goes from infancy to adult age. And a possible hypothesis for this variable penetrance is that the trigger of this syndrome might be evoked by somatic mutation in these genes, as they commonly occur together. So I'm always like looking when there's a patient with lymphedema, I always look if they have monocytes or they don't have monocytes, and see if they have something in their blood count under their, if they have something that can make you think about myelodysplasia. That's something that we have as pediatrician. Even though you see more GETA2 in adults, you have to be aware. And this is the natural history of 79 French and Belgium GETA2 deficiency patient. As you see here, the age of onset was later, but you can see in the childhood and adolescence age some patient of these. You can have also some patients with Mendelian susceptibility to mycobacterial diseases with this. Mostly with these mutations. I'm not going to talk about this because it's too long. And we also have these patients. And those patients with hidradenitis suppurativa are not going to die because of this, but they have this kind of lesions. They occur after puberty. This is absolutely started during adolescence, and they have symptoms during the second and third decades. Mostly they are females. They have this chronic inflammation in the skin. It's very painful. They have miserable life sometimes, and it affects around 1% of the population. They can be very mild or severe. And I have very
15 patients right now with severe, this kind of severe hidradenitis. And when they are severe, they go and you can treat them very well with some biologics. So we have to think and study them. They are related with this gene. I usually do the panel. I usually go and for the genetic testing, but you do not need a genetic testing to treat them. And lastly, we have the autoinflammatory diseases. There are some autoinflammatory diseases that are only seen during the neonatal period, that is NOMID. But the other ones, you can see almost all the autoinflammatory diseases during the early or adolescence age, and mostly familiar, the FMF, TRAPS, A20 haploinsufficiency, Muckle-Well, CAPS, ADA2, and STING, Blau syndrome, KEMS, and DITRA. But we have other patients that looks like autoinflammatory diseases that we are doing research and doing the test to see which is the gene that really is provoking the autoinflammatory disease, because they're still growing and growing. So that's what I wanted to say. I hope I was on time. I didn't talk about other diseases because it's too long. This is the LASIP group, and I'm representing them. So thank you very much. Thank you very much, Professor King, for your excellent presentation. Et donc la deuxième conférence n'aura pas lieu parce que l'orateur il est absent, et la parole est à la salle si vous avez des questions. Donc en attendant, Professeur King, vous avez fait une... Non. Si j'avais su, j'avais parlé d'autres maladies. Sorry. En tout cas, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses. Donc, on voit bien que la présentation clinique, le mode de révélation, il est variable chez l'enfant, donc des déficits immunitaires. Ils peuvent être, donc il y a une expression phénotypique qui est extrêmement variable. Et ce qu'on a remarqué, selon dans un cas clinique dont que vous avez rapporté là tout de suite, au sein de la même fratrie, donc la même maladie, c'est la même génétique, le même capital génétique, et l'expression elle est variable. Donc la petite sœur qui a révélé la maladie plus tôt, alors que la grande sœur elle a révélé la maladie plus tard dans la vie. Justement, je voudrais poser une question. Est-ce que c'est une différence de pénétrance génétique, ou plutôt c'est lié à des facteurs environnementaux, puisque c'est le même capital génétique, c'est des stimulations, je ne sais pas, par des virus, par la pollution, ou c'est plutôt des facteurs nutritionnels? Qu'est-ce qui fait que le déclenchement de la maladie, il survient plutôt chez certains malades et plus tard chez les autres? Merci. Il y a certains, on ne peut pas savoir exactement, et il y a une pénétrance qui est différente, mais aussi on doit avoir quelque chose qui est épigénétique, qui fait que l'expression est si différente, parce qu'on a vu, le bébé a été très 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 malade, l'autre enfant était pas très malade, et le père avait seulement l'esplénomégalie. Alors je crois que c'est un mélange entre les différentes expressions, parce que c'est génétique, plus quelque chose qui est ambiental, mais c'est difficile de savoir quoi. C'est pas la pollution, parce qu'ils vivent à la campagne. Et pas la nutrition. En Chili, on a une très bonne... non, on n'a pas de problème avec la nutrition. Merci. Pardon, Madame King, moi j'ai envie de poser une question particulière par rapport à ALPS. C'est des patients qu'on met généralement sous corticothérapie, ils peuvent recevoir de rituximab. Alors dans la mesure où c'est des enfants qui sont prédisposés à faire des lymphomes, alors moi je suis hématologue, ça
peut nous poser beaucoup de problèmes parce que je sais qu'un lymphome, comme vous le savez, sous corticothérapie ou rituximab, ça rend le diagnostic très difficile. Alors, sur le plan pratique et clinique, à quel moment vous vous dites peut-être cet enfant a fait un lymphome? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que la corticothérapie va décapiter ou ne pas rendre possible le diagnostic de lymphome. Mais on devrait pas, si je comprends bien, on fait pas, on donne pas de corticosteroïdes. We don't give corticosteroid before we have the diagnosis. I don't know if that's the question or not. Mais en cas d'auto-immunité, de cytopénie Oui, auto-immune, mais si on a une auto-immunité, quand l'enfant est petit, on doit chercher s'il y a quelque autre raison d'auto-immunité. S'il a des lymphoadénopathies, je ne sais pas si je suis en train de parler en français ou en anglais. Mais en général, si vous avez un enfant qui est petit, qui a 6 ans ou 7 ans et qui a de l'auto-immunité, je ne sais pas, du ITP or serology, Okay. autoimmunity serology, you study them as if they had an ELPS or something like that. Okay, thank you. And after, I give them steroids. Unless they have something like really like a lupus, and you have to rush with the corticosteroids. And then what we use there is sirolimus more than rituximab or I don't know if that's the. C'est bon, merci, vous C'est avez bon? répondu, merci. C'est moitié en anglais, moitié en français. Sorry. Je vous remercie beaucoup, professeur King. Merci pour votre présentation. Et je remercie également tous les participants. Donc, Monsieur le Président, il demande qu'on clôture cette session pour laisser la place au symposium là tout de suite. Donc, merci et bon congrès. Bien, mes chers amis, on va commencer cette session. Et là, c'est très pratique et vous allez voir, c'est une autre façon d'approcher le traitement par les immunoglobulines. Le professeur Aylel va nous parler de 10 commandements. C'est bien la session de maintenant, 15h20. Ce n'est pas un symposium, c'est les 10 commandements pour les immunoglobulines intraveineuses. J'appelle Madame le professeur Tassi, Madame le professeur Kili, Madame le docteur Mariama Abdou de Niger. Vous êtes avec nous, Madame Mariama? Donc, on va commencer la session sur les immunoglobulines. Et la parole est Madame Aylel. Mais avant de donner la parole à Madame Aylel, bon, on cherche pour présenter Madame Aylel. Je la connais très bien, c'est une amie avant tout. Alors, Madame Aylel, c'est Fatima. Alors, bien sûr, Madame Aylel, c'est la gentillesse, c'est la disponibilité avant tout. C'est bosser pour les enfants atteints de déficit immunitaire primitif. Nous la remercions tous. Elle est enseignante et professeure en pédiatrie, membre du laboratoire de recherche LICIA, et c'est à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, et elle est spécialiste et experte dans les déficits immunitaires primitifs. À vous la parole, Madame Aylel, et vous avez 20 minutes. Merci. Merci Madame Kelly pour cette introduction. Alors je vais essayer de vous donner les 10 commandements pour l'utilisation des immunoglobulines dans les déficits immunitaires primitifs. Alors, vous savez très bien que les déficits immunitaires, plutôt que les immunoglobulines sont utilisées à faible dose comme traitement substitutif dans les déficits immunitaires, mais aussi à forte dose comme pour son effet immunomodulateur dans les maladies inflammatoires, notamment le Kawasaki ou Guillain-Barré. Donc, la principale voie d'administration, c'est la voie intraveineuse qui est donnée toutes les 3 à 4 semaines. Et dernièrement, il y a la voie sous-cutanée qui est donnée toutes les semaines. C'est 25% de la dose mensuelle qu'on donne, qui est très bien tolérée par rapport à la voie intraveineuse.
Et bien sûr, il est important d'avoir des commandements pour faciliter aux praticiens l'administration des immunoglobulines. Alors, quelle indication? Il y a des indications prioritaires, c'est d'après l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits sanguins, plutôt des produits de santé en France. C'est la dernière hiérarchisation de 2019. Donc, au Maroc, il n'y a pas d'indication précise, si vous voulez, au Maroc, parce que chaque pays a ses propres indications. Alors, les indications prioritaires, c'est les déficits immunitaires primitifs, c'est le Guillain-Barré, la maladie de Kawasaki, le purpura thrombopénique, les érythroblastopénies, la maladie de Villeurbanne acquise, l'immunisation maternelle plaquettaire. Il y a aussi la prophylaxie du sujet à risque lorsqu'ils sont en contact avec la rougeole, le traitement de rougeole de d'organes solides et l'hémochromatose néonatale. Il y a d'autres indications, si vous voulez, en fonction de la non-réponse, si vous voulez, de ces pathologies à d'autres traitements, ce qu'on dit réservés, si vous voulez, aux urgences vitales, notamment dans par exemple, les encéphalite auto-immunes, la myasthénie. Il y a d'autres pathologies comme l'anémie auto-immune aussi hémolytique. Lorsqu'il n'y a pas de réponse et les réfractaires au traitement, on peut dans ce cas administrer les immunoglobulines. Donc, il y en a d'autres, donc ils sont donc projetés les autres indications qui sont réservées aux urgences vitales. Alors, on s'intéresse ici surtout aux déficits immunitaires primitifs. Alors, pour les déficits immunitaires hémorales, ils sont à 100% bénéfiques dans les agammaglobulinémies. Donc, ce sont des malades qui ont une BA0 avec absence d'anticorps, notamment la maladie de Britton ou la gamma-globulinémie autosomique récessive. Il y a le déficit immunitaire commun variable, le syndrome PRGM. Donc, ce sont des enfants qui ont une IgM normale augmentée et pas d'IgA, pas d'IgG. Probablement bénéfique chez les malades qui peuvent avoir un taux normal, mais parfois non fonctionnel. Dans le déficit aussi en sous-classe d'IgG2, mais aucun effet dans le déficit en sous-classe d'IgG4. Et c'est même, si vous voulez, grave d'administrer les immunoglobulines à un malade qui a un déficit en IgA parce qu'il risque de faire un choc anaphylactique. Alors, les indications, ils diffèrent en fonction, si vous voulez, des pays. Par exemple, ici, vous avez ISID. Et vous avez aux États-Unis, donc, les médecins spécialisés et les médecins généralistes. Si vous voyez sur, si vous voulez, ces diapositives, comme quoi, parfois, il y a des médecins qui peuvent donner dans certains DIP et d'autres qui ne donnent pas. Alors, on prend ici l'exemple par exemple, le syndrome PRGM. Il y a parfois des médecins qui ne donnent pas les immunoglobulines. La taxitélongiectase aussi. Il y a parfois des médecins qui administrent de façon systématique et d'autres qui vont attendre parfois la non-réponse à la prophylaxie ou bien avoir un taux d'IgG très bas. Alors, le premier commandement, c'est les immunoglobulines sont indiquées dans les déficits immunitaires hémorales et dans les autres déficits immunitaires, et dans les déficits immunitaires combinés, bien sûr, avant ou après la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, parce qu'on peut avoir certaines malades, même s'ils sont greffés, qui peuvent garder un problème de B qui ne sont pas fonctionnels avec une hypogamma. Par contre, dans les autres déficits immunitaires qu'on dit complexes parfois, comme le Viscotaldrage, attaque ou bien le syndrome PRGE, si le malade n'est pas très symptomatique, ou bien s'il est symptomatique avec des taux d'IgG qui ne sont pas très bas, ici, il y a une bonne réponse au cotrimoxazole. Donc, chez ces malades, on peut ne pas administrer les immunoglobulines. On peut donc surveiller le malade et attendre, si vous voulez, la présence d'infection pour les supplémenter. Alors maintenant, quelle posologie? Alors, vous voyez aussi sur ces diapositives comme quoi, même les posologies, même l'administration, est-ce que toutes les 3 semaines, les 4 semaines, on commence par quelle dose si vous voulez, de charge, d'entretien. On s'attend à avoir quel taux résiduel. Donc, ce sont, si vous voulez, des choses qui diffèrent en fonction du signe clinique, en fonction aussi du type de déficit immunitaire.
Donc, le deuxième commandement, les posologies de façon générale pour la voie intraveineuse, c'est une dose d'attaque qui varie entre 0,4 à 0,8 grammes par kilo. Et une dose d'entretien entre 0,2 et 0,8. Il faut avoir un taux résiduel de 6 grammes. Et les injections, c'est toutes les 3 à 4 semaines, bien sûr, en fonction de la réponse du malade. Si vous avez un malade qui est substitué et la 4e semaine, il fait des signes cliniques, on peut, si vous voulez, faire la perfusion toutes les 3 semaines et pas 4 semaines. Donc ici, c'est pour vous montrer que donc, ce qu'on appelle la personnalisation des doses, ou bien des doses individuelles en fonction du type de déficit immunitaire et en fonction aussi de la réponse à la perfusion, à la présence de signes cliniques, la présence parfois de complications comme la dilatation de branches, peut nous amener à augmenter les posologies et s'attendre à avoir des taux résiduels qui sont plus élevés, notamment 8 grammes qu'il faut avoir si on a une dilatation de branche. Donc, le troisième commandement, c'est l'ajustement des doses en fonction du type de DIP, des données cliniques et des taux résiduels d'IgG. Donc, de façon générale, il faut avoir 6 grammes, mais lorsqu'on a parfois la dilatation de branche, il faut avoir 8 grammes comme taux résiduel pour éviter aux malades de faire des surinfections de la dilatation de branche. Par exemple, si on a un déficit immunitaire commun variable asymptomatique sur le plan infectieux et qu'il y a un taux d'IgG de, si vous voulez, qui dépasse 3,5, on peut ne pas administrer les immunoglobulines. Donc, on administre, on a un taux de moins de 3,5 dans les DSCV qui sont asymptomatiques sur le plan infectieux. Même s'ils ont des infections et ont le cotramoxazole et qui sont bien rétablis, donc on peut ne pas les supplémenter. Maintenant, quelle tolérance? Alors, les effets secondaires des immunoglobulines donc, sont vraiment rares et ils sont liés au début de la perfusion à la présence d'une infection ou bien à la présence des anticorps anti-IgA. Donc, la conduite à tenir, dans tous les cas, si on a un effet secondaire, c'est réduire, si vous voulez, le début d'administration et parfois même arrêter jusqu'à la disparition de l'effet secondaire pour reprendre encore avec un débit moins rapide. Alors, les effets secondaires, j'ai dit entre 2 et 6%, c'est essentiellement des effets secondaires qui sont mineurs à modérés, céphalée, fièvre, frisson, nausées, vomissements, parfois une hypertension, lombalgie. Et il ne faut jamais dépasser 4 ml par kilo par heure pour éviter aux malades d'avoir ces effets secondaires qui se voient le plus souvent pendant les 30 premières minutes ou juste après la perfusion. Donc, si on donne les immunoglobulines, il faut garder le malade sous surveillance au moins 30 à 1 heure. Parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des réactions d'intolérance, ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité. On rapporte, si vous voulez, avec des réactions anaphylactiques du fait de la présence d'anticorps anti-IgA. Ils sont quand même exceptionnels. Ils se voient surtout dans les déficits immunitaires communs variables et le déficit en IgE2. Et il faut les prévenir, si vous voulez. C'est la prévention, c'est on a un déficit complet en IgA. Et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des réactions anaphylactoïdes. On rapporte surtout avec la présence d'agrégats d'immunoglobulines. Donc, on fait surtout le mélange pour les immunoglobulines qui ne sont pas sous forme de solution. Il faut bien voir la solution qui doit être limpide avant de la perfuser. Alors, on peut avoir d'autres complications qui sont quand même rares si on donne les immunoglobulines de façon substitutive. Il se voit surtout lorsqu'on les donne à effet immunomodulateur parce que les doses sont plus élevées. Et surtout, si on est devant un sujet qui est âgé, qui peut avoir une insuffisance rénale, un sujet qui est déshydraté, on peut avoir une méningite aseptique, une insuffisance rénale, des accès de thromboemboliques et parfois des complications sous forme de syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel. Mais quand même, ils sont exceptionnels en matière de déficit primitive, étant donné que les doses ne sont pas très élevées. Donc, quatrième commandement, c'est pour nécessiter de respecter le début de la perfusion pour éviter les effets secondaires. Ça veut dire qu'on commence progressivement par 1 ml par kilo par heure, 30 minutes, puis 2 ml par kilo par heure, 30 minutes, puis 3, puis 4 à garder jusqu'à la fin de la perfusion. De façon pratique, moi, pour ne pas faire beaucoup de calculs, je prends le poids du malade, peut-être à ne pas dépasser. Le poids du malade, c'est 3 ml par kilo par heure, et je commence progressivement, 6 gouttes par minute, 10 gouttes. En fonction donc du poids du malade, on peut, si vous voulez, ne pas faire les calculs et administrer de façon convenable notre perfusion.
Alors, la prévention des chocs anaphylactiques, c'est DIP avec diphthongie-IgA. Il faut faire le dosage, bien sûr, des IgA. Si présence, il faut prescrire des immunoglobulines qui sont dépourvues en IgA. La perfusion, donc, chez ces malades, on doit être proche de la réanimation avec un chariot d'urgence. Il faut commencer encore par des doses qui sont encore plus progressives. Et parfois, on a besoin d'une prémédication par antihistaminique ou bien par la corticothérapie chez ces malades. De façon générale, il y a des mesures de précaution à faire, notamment toujours administration des immunoglobulines à l'hôpital. Donc, si on va les donner à la maison, c'est au moins 6 mois à l'hôpital. Donc, on ne doit pas avoir d'effets secondaires pour les administrer à la maison. Une heure de surveillance, c'est la première perfusion, 20 minutes après. Le poids, donc, s'il dépasse 60 kg, il faut adapter à la dose de 60. Si on dit ce malade doit recevoir 2 grammes kilo, s'il pèse 70 kg, il ne faut pas donner 2 fois 70. Il ne faut jamais dépasser, donc il faut adapter toujours à 60 kg. Réhydrater, faire attention aux petits nourrissons qui peuvent avoir de la diarrhée, déshydrater en le perfuse, risque de faire des effets secondaires. Donc n'hésitez pas à hydrater avant la perfusion. En cas de facteur de risque, il faut faire un bilan biologique, notamment une fonction rénale par exemple, un bilan hépatique. Ramener le flacon à la température ambiante avant l'administration. Si diphthongie IgA, donc il faut faire le dosage des anticorps anti-IgA et donner des immunoglobulines qui sont dépourvues en IgA. Et bien sûr, la prémédication de façon générale, il n'est pas systématique chez tous les malades. 5e commandement, alors le principal effet secondaire à guetter, c'est les céphalées, nausées, vomissements, frisson, hypertension, douleur abdominale, parfois des œdèmes, parfois une éruption cutanée. Et 6e commandement, conduite à tenir devant les effets secondaires qui sont, si vous voulez, les plus observés en matière de soins unitaires, réduire le début de la perfusion au minimum et ses persistances arrêtées. On peut donner des paracétamol ou antihistaminiques. Cirrhose de Lisson, on pourra prendre la perfusion avec un début encore inférieur par rapport au début par lequel on a commencé. Donc, si on a commencé à 1 cc, il faut donner 0,5 cc. En cas, bien sûr, d'état de choc, il faut arrêter la perfusion, prévenir le réanimateur et donner un traitement symptomatique en fonction des signes cliniques. Alors, pour les immunoglobulines sous-cutanées, alors la particularité des immunoglobulines sous-cutanées, c'est que c'est une injection toutes les semaines. Et par conséquent, on va avoir un taux d'IgG qui est stable pendant tout le mois. Par contre, pour la perfusion par voie intraveineuse, la dernière semaine, on va avoir une diminution d'IgG. Par conséquent, le malade peut être symptomatique pendant cette semaine. Bien sûr, les effets secondaires ne sont pas systémiques, ne sont pas observés dans la forme sous-cutanée. Donc, j'ai dit effets secondaires moins, réaction générale moins. Parfois, on peut avoir une réaction, pas d'injection, avec une sévérité qui est faible, un œdème et une douleur parfois, une duration sortie au début du traitement. Et si on diminue la dose qui est administrée sous-cutanée, on va éviter d'avoir ces effets secondaires locaux. Donc, voilà, c'est un tableau qui nous montre les avantages et les inconvénients de la voie sous-cutanée et la voie intraveineuse. Donc, on a déjà parlé de ça. La voie sous-cutanée, il peut être sous forme, donc, injection par une pompe, ou bien parfois ce qu'on appelle rapid push. Donc, c'est le malade, de façon manuelle, qui va injecter, donc, les immunoglobulines en sous-cutanée. Donc, 7e commandement. Les modalités d'administration des immunoglobulines sous-cutanées, on commence par une dose de 10 ml par heure, augmentée progressivement, donc suivant la tolérance locale jusqu'à 20 ml par heure. Pour les doses qui dépassent 15 ml, il faut fractionner, donc et injecter sur 2 sites différents ou bien plusieurs sites. Donc c'est 25% bien sûr de la dose mensuelle qu'on va administrer toutes les semaines. Les sites d'injection, pour injection au niveau de l'abdomen, au niveau du cuisse des bras, et n'hésitez pas à changer le site d'injection pour éviter les effets secondaires. Donc, 8e commandement, les sites d'administration sont la région abdominale, les bras, les cuisses. Le site d'insertion de l'aiguille doit être au moins de 5 cm de l'ombilique, et si on a 2 sites différents, ils doivent être espacés aussi de 5 cm. Alors, quelle alternative au traitement à l'hôpital? Donc, il y a la possibilité, bien sûr, d'administrer les immunoglobulines à la maison avec 9e commandement, qui sont les conditions pour immunoglobulines à domicile.
Donc, forte motivation, bien sûr, des patients de la famille, un bon abord veineux, c'est on donne la voie intraveineuse, absence de thrombopénie, bonne tolérance, au moins des perfusions à l'hôpital pendant 6 mois sans effet secondaire, et bien sûr l'engagement d'un adulte à côté et un accès téléphonique au moindre problème. Alors, quelle efficacité? De façon générale, donc, les immunoglobulines, bien sûr, on permet de traiter les malades qui ont des agammaglobulinémies, surtout avec les P à 0. Et parfois, on a besoin si vous voulez, de fortes doses dans certaines pathologies, surtout la dilatation de branches. Et il va permettre, bien sûr, d'améliorer la qualité de vie de ces malades. Mais parfois, il y a d'autres, si vous voulez, mécanismes qui interviennent dans les signes que présente ce malade, surtout si l'indice immunitaire commun variable, la syndrome IgM. Ce sont des enfants qui vont avoir le plus souvent de l'inflammation au niveau pulmonaire, pas seulement l'infection qui va donner ces signes pulmonaires, et parfois on aura besoin d'autres traitements pour améliorer ces malades, surtout l'azithromycine qui a un effet antibactérien et aussi immunomodulatrice dans les atteintes pulmonaires dans le cadre des immunitaires communs variables. Alors, 10e commandement, les critères de jugement utilisés pour évaluer donc l'efficacité sont les infections que présente le malade, la nécessité d'utilisation des antibiotiques, l'état général, la croissance hétéropondérale, les jours d'absentéisme scolaire ou bien de travail chez l'adulte, les données bien sûr sur les TDM de contrôle, on fait un scanner tous les 2 ans pour voir ce qu'il y a une aggravation de la dilatation de branche, l'amélioration de données de l'EFR et bien sûr le taux résiduel des IgG, elle permet de moduler le rythme et la dose administrée chez ces enfants. Et je vous remercie. Donc voici la diapo qui résume les 2 commandements. Merci Madame Heiden pour votre exposé pratique et clair. Je ne sais pas s'il y a des questions pour la salle. Merci, Madame la Présidente. Merci au professeur Elal pour la très belle présentation. J'ai une question pratique par rapport à l'utilisation des immunoglobulines par voie intraveineuse. Étant donné qu'il y a des effets indésirables, ma question est la suivante. Est-ce que les enfants qui ont présenté les effets indésirables finissent par tolérer ces immunoglobulines ou bien les mêmes enfants vont présenter les mêmes effets à chaque perfusion? Merci. Je crois que ça dépend de la cause de l'effet secondaire. Alors, si la cause est en rapport surtout avec le début de la perfusion qui est rapide, le fait, si vous voulez, de diminuer le début de la perfusion, de bien surveiller ce malade, après, ils ne vont plus faire d'effets secondaires. Par contre, si on a un malade qui a les anticorps anti-IgA, le plus souvent, ils vont garder des effets secondaires et c'est l'indication dans ce cas à la voie subcutanée à changer le produit qu'on donne pour les améliorer. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Moi, je suis Jeanne Fadlala, je viens de Saint-Louis, à Paris. Je voulais savoir quelle était l'expérience chez vous des chocs anaphylactiques, justement, à la perfusion d'immunoglobulines. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est une entité réelle? Parce que je crois qu'on n'en a plus vu depuis très longtemps. On n'a aucun malade qui a présenté un choc anaphylactique. Même dans notre service, on prend en charge les malades qui ont le Kawasaki, on donne 2 grammes kilo. Donc, aucun malade ne présente un vrai choc anaphylactique. Non. Et donc, y compris ceux qui sont déficitaires en IgA, puisque la moitié des DITB ont 0 IgA. La seule malade qu'on a qui est indéficitaire comme un variable, elle fait surtout une bouffée sur des visages, etc., mais pas un vrai choc, non. Oui, c'est ça. Non, donc, jamais. On a la même expérience. On ne le fait plus en pratique, les anticorps anti-IgA, et ouais. On ne dose pas en pratique. Merci beaucoup. Plutôt que de... Oui. Oui. Plutôt que la qualité des immunoglobulines.
Nous, on les a utilisés essentiellement chez l'adulte, pas en cas de déficit immunitaire, mais des pathologies essentiellement comme les réactions neurologiques au vaccin. L'ADEME suite à la rage et l'ADEME suite à la vaccination antirabique et l'ADEME suite à la vaccination anti-Covid. Donc, les indications d'immunomodulation. Voilà, c'était les deux indications dans lesquelles on les a utilisées. Le premier, il a donné de bons résultats. Le deuxième, non. Donc, c'était des fortes posologies et bonne tolérance. Très bien. Madame docteur Mariama Abdou, vous avez les immunoglobulines dans votre pays. Bonsoir à l'instance, merci professeur pour la présentation et je profite de cette occasion pour remercier le professeur Bousfiha pour cette participation à ce congrès. Chez nous, il y a eu un cas rapporté, mais je n'ai pas connu le patient, mais ce n'est pas disponible chez nous. Je pense qu'il commande ça et le patient est perdu de vue, je ne sais pas, il est décédé. Les immunoglobulines sont disponibles? Non, non. C'est sur commande probablement spéciale. Autorisation. Merci. Bon, alors, s'il n'y a plus de questions dans la salle. C'est un office en immunomodulation. Je sais que vous utilisez beaucoup dans les PTI, je crois, non? Dans le service. Exactement, oui. Oui. C'est bon, vous êtes satisfait? Oui. Surtout vu la disponibilité des immunoglobulines, donc actuellement au service, donc on a la main facile pour traiter tous les PTI. Quand ça marche bien pour les déficits immunitaires, ça marche pour les autres. En fait, nous avons l'association Hajar qui a milité, qui a fait la pression, et je crois que nous sommes le seul hôpital qui a gardé avoir des immunoglobulines malgré la crise, malgré tout. Notre immunoglobuline à l'hôpital ne s'est jamais arrêtée parce qu'il y a des conventions et des traitements, donc les doses. Et je sais que dans les autres hôpitaux, les appels d'offres ne sont pas faits ou ne sont pas honorés. Et donc là, c'est une occasion pour rendre hommage à notre ministère de la Santé qui a pris en charge les immunoglobulines gratuitement pendant presque maintenant 2 ans pour tous les gens ayant besoin des immunoglobulines, même s'ils sont mutualistes. Comme ça, pour répondre à la crise mondiale de disponibilité de ces immunoglobulines due à la Covid, parce qu'elle a été utilisée beaucoup dans le Covid sans aucun effet. Je ne parle pas des syndromes post-Covid, mais je parle du Covid lui-même. Il n'y a pas d'indication générale. Beaucoup de maladies et forte diminution de la production par diminution du don de sang pendant la période Covid. Et donc, il y a eu une crise mondiale. Pendant cette crise, nous avons été protégés par notre ministère qui a fourni à tous les Marocains avec une rationalisation et un comité qui pose les indications. Bien, alors, merci. S'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier encore une fois Madame Eylal et les différents... Madame Kelly, vous avez... Si je peux me permettre un petit commentaire par rapport justement aux difficultés d'approvisionnement en immunoglobulines avec la Covid et puis sans la Covid, c'est que vous avez, Madame Eylal, parlé des priorités, mais dans les priorités, il y a des priorités. Par exemple, le PTI, oui, c'est une priorité, mais parce qu'il y a des jeunes dans la salle, tous les PTI n'ont pas besoin d'immunoglobulines. Je me rappelle très bien, j'avais appelé M. Bousfiha pour la période Covid, le moment où il y avait la crise, pour une ataxie télangiectasie. Il me disait que c'est pas une priorité par rapport à une hypogamma, par une agamma, ce qui est ce qui est logique. Donc, dans les priorités, il y a des priorités. Voilà, merci. Très bien, donc on remercie encore une fois le professeur Eylal et les différents modérateur de cette session et on enchaîne avec la prochaine. Merci beaucoup. Merci bien, on respire et on appelle les modérateurs pour cette petite session qui va précéder, je crois, la pause café, donc un peu de patience. Donc, patientons avant la pause café. C'est professeur Ben Hussein. Elle est là, Madame Ben Hussein?
يلا تفضل. J'appelle les modérateurs, Madame le professeur Dini. لاباس مرحبا بك. لا احنا مرحبا بنا عندك. لاباس عليك. استاذ ديني اللي responsable du service de pédiatrie ici dans cette université, cet hôpital. Madame le docteur Assia El-Ktani, notre espoir de la bactériologie casablancaise. مرحبا بك. Microbiologie. J'appelle j'appelle Azizi, mon grand frère. C'est comme ça qu'on appelle Azizi, ça veut dire qui met le plus cher. Le grand frère, on l'appelle comme ça, Azizi, Aziz Alia. Alors, donc, pour les Africains, c'est un mot qu'il faut ajouter, Azizi. Mon grand frère, on l'appelle comme ça, enfin, dans certaines régions. Donc, c'est docteur Abdel Hilal Azraq, vice-président de l'association marocaine Diabéto-Nutrition, et ça s'appelle ADN, Association Diabéto-Nutrition. Ça cadre bien avec ce congrès. Monsieur le professeur Kamal Filali, marhoum, s'est excusé parce qu'il a été appelé au ministère en urgence. Inch'Allah, dit qu'on khair. Je crois qu'ils ont découvert un nouveau médicament. Et donc là, Madame le professeur Ibtial Ben Hussein, que vous connaissez, et je vais demander à Madame Assia Ktani sur son téléphone de présenter Madame Assia et de continuer la modération avec Dr Zraq et Madame le professeur Dini. Moi, j'ai fait que présenter la session. Merci, professeur Bosfeha. J'ai le plaisir d'introduire professeur Ben Hussein Ibtihal, professeur de pédiatrie et d'immunologie clinique au département des maladies infectieuses pédiatriques et d'immunologie clinique au CHU Ibn Rushd de Casablanca, membre du laboratoire d'immunologie clinique, d'inflammation et d'allergie LICIA à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Elle est également trésorière de la Moroccan Society of Primary Immunodeficiencies. À vous la parole, professeur Ben Hussein. C'est tout ce qu'on m'a donné, etc. Merci beaucoup. Merci Madame Ktani pour la présentation. Merci aux gens qui sont présents ici là pour discuter des déficits immunitaires et en fait de l'immunologie clinique et des enfants immunodéprimés. On a vu tout à l'heure une belle session sur, c'est-à-dire le Growing Up with PIDs. Ça fait plaisir d'entendre parler des déficits immunitaires chez les grands enfants, les adolescents et les adultes. Donc nous, on va s'intéresser durant cette session à la vaccination contre le pneumocoque chez les immunodéprimés. Donc on a beaucoup de choses à dire et je vais commencer par introduire mon sujet en disant que le pneumocoque, vous le connaissez tous. C'est une bactérie qui est très fréquente, surtout chez l'enfant. Et la vaccination antipneumococcique, elle fait partie, heureusement, de notre programme national d'immunisation que je dis qu'il est très riche de par le nombre de vaccins qui sont introduits dans ce programme. Mais il y a un paradoxe de vaccination. Est-ce qu'on va vacciner quelqu'un qui est immunodéprimé? Est-ce qu'on va vacciner quelqu'un qui n'est pas capable de produire des anticorps? On va voir ensemble. Y a-t-il un gain à vacciner ces patients et est-ce qu'il n'y aura pas une mauvaise réponse et même est-ce qu'il n'y aura pas un danger pour ces patients? Voilà, je vais introduire encore en disant que le pneumocoque, comme on a dit, c'est le plus fréquent, surtout à bas âge. Comme vous voyez ici, c'est la distribution des IRA selon l'âge et bien sûr, elle peut provoquer des décès. Et voilà, on va voir ici en fait, les taux de pneumonie liés au pneumocoque selon l'état de santé des enfants atteints. Moins de 5 ans, on a plus de taux chez les enfants qui ont des facteurs de risque
Facteurs de risque, ça peut être immunodépression comme le déficit immunitaire congénital, comme l'HIV, mais ça peut être aussi un asthme, ça peut être une cardiopathie. Ici, sur ces diapos, on voit la place qu'occupe le pneumocoque parmi les autres bactéries selon les tranches d'âge et on voit toujours que le pneumocoque, il reste dominant par rapport aux autres bactéries. Les méningites aussi, ça c'est une étude marocaine, c'est-à-dire locale. C'est pas une étude en fait d'un autre pays. C'est une étude qui a été pilotée par la SOMIPEV. Donc ils ont étudié tous les en fait les germes responsables des méningites bactériennes impliquées. Et on a constaté comme quoi le pneumocoque reste aussi dominant, c'est-à-dire il est assez fréquent. Donc le pneumocoque dans la pneumonie, pneumocoque dans les méningites bactériennes. Il faut donc préserver cette tranche d'âge de moins de 5 ans et il faut prévenir ces infections invasives contre le pneumocoque via bien sûr une bonne vaccination. Donc on va voir l'impact de cette vaccination chez les enfants. Ici c'est une étude danoise qui nous donne en fait l'impact de la vaccination après l'introduction du vaccin dans leur programme national danois d'immunisation. On voit ici après l'introduction du vaccin à cette valence qu'il y a une baisse des sérotypes qui ont été incriminés auparavant dans les infections, en fait dans les infections invasives, et il y a un phénomène de remplacement qui était encore contrecarré par une vaccination à pneumocoque à 13 valences. Toujours, il y a cette bonne réponse, mais il y a un phénomène de remplacement. Ici, c'est notre étude, une étude marocaine qui a été faite après l'introduction du vaccin antipneumococcique au Maroc. Et donc, on voit l'impact sur la mortalité et c'était un impact très positif. On a eu une baisse de la mortalité liée aux causes respiratoires, à savoir les pneumonies, par 28% dans la tranche d'âge qui était étudiée et dans 30% inférieur à 1%. C'est des chiffres qui sont très, très intéressants, qui nous reflètent l'impact et l'intérêt de vacciner les enfants. Donc, l'efficacité de la vaccination était démontrée par plusieurs études marocaines que d'ailleurs. Bien sûr, on a la réduction de la mortalité et la morbidité liée au pneumocoque. Il y a la réduction de la résistance aux antibiotiques quand quelqu'un fait une infection, on va traiter par antibiotiques et l'autre, et on va voir des résistances qui vont naître, surtout quand on n'a pas une bonne observance et quand on n'a pas des régimes de traitement qui sont bien respectés. Et il y a bien sûr aussi la réduction des pneumococcis chez les adultes. Tout ça, ça nous montre l'efficacité et c'est-à-dire les bienfaits, si on veut dire, de la vaccination. Bien sûr, il y a toujours ce phénomène de remplacement, mais les sérotypes qui étaient les plus incriminés dans les infections invasives à pneumocoque, ils étaient, si on veut dire, éradiqués par la vaccination à pneumocoque. Donc, voilà, ça, c'est une radiothorax qui nous montre, en fait, les dégâts que peut causer un pneumocoque, une pneumonie étendue. Le pneumocoque, il peut aussi donner des empièmes, peut donner des abcès cérébraux, peut donner des ventriculites carrément. Mais est-ce que vraiment on est tous égaux devant une infection à pneumocoque? Est-ce que tout le monde va faire ça? Est-ce que tous les enfants peuvent faire ça? Est-ce que c'est le pneumo qui est méchant ou c'est plutôt l'autre qui a une défaillance quelque part qui fait qu'on peut avoir en fait des infections un petit peu très sévères? Voilà. Ici, pour pouvoir répondre à cette question, donc on a eu des études qui nous montrent le risque de faire une infection invasive à pneumocoque selon les facteurs de risque. Bien sûr, toujours comparé à, en fait, à la population générale with
not at risk, sans facteur de risque. Bien sûr, on a des chiffres bas, mais quand on a une seule condition, je veux dire asthme ou cardiopathie, on a des chiffres qui se présentent assez importants, mais les chiffres les plus importants, en fait, ils se présentent quand on a un déficit immunitaire congénital, un HIV, encore un problème des globules blancs, ça veut dire des neutropénies, ou une asplénie. Toute cette population, elle est à risque de présenter une infection invasive, c'est-à-dire qui dit infection invasive à pneumocoque, dit peut-être un risque de décès. Alors, ça coince. Voilà, donc tout cela pour dire, si je suis dans ma pratique quotidienne et je reçois un enfant qui présente une infection à pneumocoque, c'est-à-dire une infection invasive, je dois me demander quelle est la cause qui a permis que cet enfant fasse ça. Premièrement, je vais chercher tout ce qui est évident, une cause évidente, à savoir, est-ce que cet enfant est sous immunosuppresseur? Est-ce qu'il a un cancer sous-jacent? Est-ce qu'il est splénectomisé? Est-ce qu'il a une dysplasie ectodermique anhydrotique? Chose qui est en fait parlante juste sur la morphologie de l'enfant. Ben, si je trouve rien, je peux faire une échographie abdominale facilement et je cherche est-ce qu'il y a une absence de la rate, une asplénie. Donc, si oui, on a posé le diagnostic et on va s'adresser à une prophylaxie. Ben, sinon, il faut faire un bilan biologique. Un bilan biologique qui va comporter, bien sûr, une NFS où on va chercher une lymphopénie. Bien sûr, il ne faut pas ignorer la sérologie HIV, il faut toujours la faire avant de penser à un déficit immunitaire congénital et compléter tout le bilan immunitaire par un dosage des immunoglobulines, les A, les G, les M et les E, il ne faut pas les oublier, le complément et les sous-populations lymphocytaires, une bonne numération lymphocytaire avec une expression HLA-DR qu'il ne faut pas oublier dans notre région. Et il faut faire aussi un frottis sanguin pour chercher les corticoïdes. Alors, si on trouve une anomalie, on peut dire c'est un déficit immunitaire acquis, c'est un déficit immunitaire congénital, on a d'autres diagnostics. Mais le problème, c'est quand on a ce genre de patient qui fait une infection invasive assez, c'est-à-dire robuste, assez sévère, mais on ne trouve rien. Donc là, il faut chercher, est-ce qu'il n'y a pas une susceptibilité à ce germe et à des bactéries. D'ailleurs, je remercie M. Bousfeha pour cette plaque parce que c'est lui qui me l'a prêtée pour pouvoir la présenter aujourd'hui. Et j'en suis fière parce qu'elle nous facilite en fait la tâche devant les patients. Donc, c'est une plaque qui explique qu'on ne cesse de découvrir qu'il y a de nouvelles pathologies de déficit immunitaire. Il n'y a pas que les SCID, il n'y a pas que les agammaglobulinémies et les bretonnes, mais il y a des maladies qui sont nouvelles. On ne cesse de découvrir. Regardez, on est parti de peu de malades pour arriver à près de 500 maladies de déficit immunitaire avec de plus en plus de susceptibilité pour les virus et les bactéries. Alors, tout cela pour vous dire qu'il y a un groupe spécial de prédisposition aux infections bactériennes invasives, c'est-à-dire les pyogènes, qui peuvent, c'est-à-dire exposer l'enfant à faire des méningites, des arthrites, des ostéomyélites à pneumocoque ou d'autres infections, en fait, d'autres bactéries. Donc, on peut avoir l'IRAC4, le MAIDI 88. Toutes en fait, ces anomalies, ils sont sur les voies de signalisation des TLR. On les trouve ici. Quand il y a un blocage ici, donc on n'aura pas toute la signalisation, même le TLR3 avec le TRAF, les TRIF, tout ce qui est nouveau actuellement, qui vont donner ces infections invasives, mais figurez-vous que c'est avec des CRP qui sont bas, avec une fièvre qui est absente ou un fébricule. Ce n'est pas les infections aussi bruyantes du côté inflammatoire et ça s'explique par le problème de la signalisation qui est coupée. Donc
devant tout ce tableau, devant tout dont on a parlé, la susceptibilité, les patients déficitaires, donc il faut une prévention. La prévention est essentielle contre ce germe qu'est le pneumocoque, parce qu'il y a un défaut de réponse vaccinale polysaccharidique qui fait partie du tableau des DIH. Donc, est-ce qu'il faut vraiment vacciner ces patients ou pas? Mais les recommandations des sociétés savantes, c'est qu'il faut toujours vacciner ces DIH, malgré ce qu'on dit toujours qu'il y a un défaut de réponse vaccinale. Donc, on va voir comment on peut résoudre ce problème. Est-ce qu'on rajoute juste un coût pour la santé qui est inutile ou ça sert à quelque chose? Donc, là, j'étais en train de présenter une étude. Je ne sais pas pourquoi ça... C'est parti. Tu vois, je continue en attendant que mes diapos reviennent. C'est la société saoudienne qui a émis, en fait, au secours. Parfait. Donc, c'est une recommandation, comme j'ai dit, de la société saoudienne par rapport à la drépano. Et donc, comme type de maladie chronique, qui est connu par sa susceptibilité aux infections pneumococciques. Donc, pour eux, ce qu'ils recommandent, pour les patients qui sont comment je vais revenir? Donc, voilà. Qui sont immunodéprimés, je vais prendre bien sûr la tranche d'âge moins de 5 ans, ils préconisent toujours la vaccination. Donc, si le patient il a déjà pris le vaccin antipneumococcique polysaccharidique, il faut donner après un an le conjugué 13 valent et après 8 semaines, il faut renforcer par le polysaccharidique encore. Mais s'il a pris déjà le vaccin conjugué à 13 valences, après 8 semaines, il faut aller directement pour le polysaccharidique. Donc, on va voir un petit peu est-ce qu'ils ont raison, comme les autres sociétés ou pas. Donc, pour rappel, il y a, ça vous le savez, juste un petit rappel comme ça, de type de vaccin antipneumococcique. Vous savez bien qu'il y a le polysaccharidique ou l'antigène, en fait, qu'on donne, c'est juste le sucre de la capsule. Il y a le conjugué, où ce sucre, il est associé à une protéine porteuse pour donner deux types de réponses immunitaires. L'une qui est normalement T-indépendante et donc pas possible avant l'âge de 2 ans et il ne donne pas une mémoire d'immunisation assez solide. Et la deuxième, ou le deuxième vaccin, le conjugué dont on a l'habitude, nous les pédiatres, donc il est témédié. Et il donne une bonne réponse c'est une bonne réponse aux anticorps, bien sûr, avec une excellente mémoire d'immunisation. Donc, l'indication, c'est plutôt les enfants, on donne toujours le conjugué, parce qu'avant l'âge de 2 ans, on ne peut pas produire d'anticorps T indépendants et bien sûr les immunodéprimés. Donc, qu'en est-il des patients sous perfusion des immunoglobulines? On a longtemps dit qu'ils sont bien protégés, ils sont sous perfusion d'immunoglobulines, ils ne vont pas, de toute façon, ces DDIH, ils ne vont pas répondre au vaccin antipneumococcique. Donc, on va se pencher sur cette étude qui a comparé en fait, des patients, en fait, des contrôles plutôt, c'est des personnes indemnes de toute déficit immunitaire et ils ont comparé avec les mêmes tranches d'âge. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de cette étude, mais c'est-à-dire la méthodologie, elle était bonne avec un bon choix des contrôles. Et donc, on a comparé les anticorps spécifiques antipneumococciques, le titre, bien sûr, par rapport un groupe de déficit immunitaire, c'était des kids et autres, et on a constaté que le titre, il est très très bas chez les patients, même s'ils sont sous immunoglobuline en perfusion, la substitution. Et donc, la différence, elle était significative. Et après, si on décortique encore, la comparaison
des anticorps antipolysaccharidiques chez les témoins par rapport à chaque classe de déficit immunitaire étudiée dans la même cohorte, on trouve que toujours les titres ils sont bas dans la taxi-télangiectasie liquide et les agamma-globulinémies liées à l'X avec des différences toujours significatives. Donc, est-ce que ces recommandations dont on a parlé tout à l'heure vont apporter un plus, c'est-à-dire la recommandation de vaccination, est-ce qu'elle va apporter un plus, vu que nos patients ne sont pas bien protégés juste avec les immunoglobulines. Donc, il y avait une belle étude, je trouve, qui parle de l'immunogénicité du vaccin pneumococcique chez les DIH. Donc, ils avaient une cohorte de 29 patients DIH où ils ont en fait vacciné ces patients à l'inclusion et puis ils ont étudié les anticorps antipneumococciques selon le sérotype qui est contenu bien sûr dans le vaccin avec lequel ils ont vacciné. Ils ont fait cette mesure bien sûr par l'ELISA, l'inclusion à 1 mois, 6 mois et 1 an après la vaccination. Et le plus, c'est qu'ils ont étudié l'activité d'opsonophagocytose des anticorps qui sont dirigés contre les mêmes sérotypes c'était par la méthode MOPA. Donc, la conclusion, c'était qu'il y avait une protection initiale qui n'était pas assez bonne, avec une faible capacité d'opsonophagocytose. C'est normal parce que à l'inclusion, ils ont testé avec les anticorps qui sont contenus dans en fait, la perfusion, les immunoglobulines que reçoit le patient. Mais après, il y avait une protection qui est durable, qui est bien que, on constatait qu'il y avait un déclin à 1 an, mais c'est-à-dire durant les 6 mois, c'était le top, et puis ça a dégringolé à partir de 6 mois avec un taux très très bas après 1 an. Mais toujours avec une augmentation des capacités d'opsonophagocytose des anticorps antipneumococciques qui restent avides, qui ont une bonne immunogénicité. Et ça, c'est un point important. Chose que je veux rajouter encore, c'est que c'était cette protection antipneumococcique qui était faible, avec une capacité faible d'opsonophagocytose, elle était particulière aux DIH, qui ont été comparés aussi à des patients immunodéprimés, mais pas un déficit immunitaire humoral ou primitif, c'était plutôt des myélomes indolents sur une autre cohorte qui était sur une autre étude. Voilà, donc je pense qu'ils peuvent nous convaincre que la vaccination, elle a son rôle et elle a un rôle effectif de protection. Une autre étude qui compare aussi l'effet de la vaccination, de donner une vaccination antipneumococcique conjuguée et polysaccharidique qui suit après, les mêmes résultats, c'est qu'on a une immunogénicité qui augmente et là sur une cohorte d'ataxie-télangiectasie. Si on voit bien ici, c'est en fait les contrôles, les enfants ataxiques. Donc, on voit bien que avant, c'est-à-dire on a un taux qui est un petit peu bas. Après le 7 valence, la vaccination avec un vaccin antipneumococcique à 7 valences, bien sûr conjugué, on a une augmentation, mais après un boost 8 semaines avec le polysaccharidique, on a des taux protecteurs qui augmentent encore. Donc, est-ce que les malades, en fait les patients immunodéprimés, déficit immunitaire, ils ont aussi des pathologies qui sont très pourvoyeuses d'auto-immunité. On a souvent recours à des immunosuppresseurs et bien sûr, il y a d'autres pathologies, des pathologies auto-immunes autres en dehors des déficits immunitaires qui sont sous immunosuppresseurs. Est-ce qu'on va les vacciner ou pas? Donc, c'est un dilemme. Il y a ceux qui sont pro-vaccination, ils disent que il y a un risque d'infection accru pour ces patients. Il y a un système immunitaire qui est déprimé et donc il faut protéger ces patients. Il y a d'autres qui sont anti-vaccination, qui ont peur de réactiver la pathologie auto-immune qui est sous-jacente et encore, ils disent qu'on a peur des effets indésirables ou encore de causer la maladie par la vaccination elle-même ou carrément c'est inefficace, on n'a pas à surajouter un coût encore.
Donc là, c'est une étude par une équipe de Genève. J'avais la chance d'assister à une présentation qu'ils ont fait sur leur travail. Et donc, grosso modo, en fait, la conclusion, c'est que on a toujours une immunité innée qui marche avec une bonne réponse anticorps antipneumococcique avec cette bonne immunogénicité en réponse contre le pneumocoque. Alors, malgré tout ce qu'on a présenté, malgré toute la bibliographie scientifique qui nous encourage avec les recommandations des sociétés scientifiques, on a des chiffres très, très, très bas de vaccination contre le pneumocoque chez les adultes et chez les autres patients, en fait, avec des conditions qui favorisent les infections pneumococciques. Vraiment, il faut faire un effort à part, c'est-à-dire de par les médecins qui suivent ces patients. Donc, les recommandations en général, c'est de vacciner les patients suivis pour déficit immunitaire qui sont sous immunosuppresseurs ou non, avant l'âge d'1 an. Bien sûr, on suit le calendrier en vigueur dans le programme national d'immunisation. Et avant l'âge de 2 ans, on prévoit de donner toujours le conjugué parce que je vous rappelle qu'on est avant l'âge de 2 ans, donc on ne peut pas produire des anticorps polysaccharidiques. Et donc, on donne un schéma renforcé à l'âge de 2 mois, 3 mois et à 4 mois, bien sûr, à l'âge de 11 mois à 1 an, et puis on renforce avec le polysaccharidique. Entre 2 ans et 5 ans, on va donner 2 doses de vaccin polysaccharidique à 13 valences, puis on renforce 2 mois après par le vaccin polysaccharidique. Après 5 ans, c'est le même schéma, donc on va donner le polysaccharidique à 13 valences, et puis on va renforcer 8 semaines après avec le polysaccharidique. Donc, je ne peux pas me passer de parler des allogreffés. Bien sûr, c'est une tranche de patients qui vient de naître ici au Maroc. Donc, il faut bien qu'on connaisse cette catégorie. Donc, c'est des patients qui vont perdre leur anticorps dirigé contre les maladies infectieuses à prévention vaccinale, surtout les pathologies infectieuses qu'on connaît, le pneumocoque, la chibée et autres, avec un risque accru de gravité chez ces patients, c'est-à-dire c'est des conséquences assez lourdes pour ces patients avec un risque de décès qui est éminent. Bien sûr, il faut les revacciner dès que possible, bien sûr, après l'allogreffe, selon leur état, selon est-ce qu'ils prennent une immunosuppression ou pas. Bon, c'est une discussion normalement qui s'amène avec les greffeurs. Voilà, donc en conclusion, la vaccination, elle est sans danger. Pour notre catégorie de patients en déficit immunitaire ou patients sous immunosuppresseurs, il faut encourager, sensibiliser les praticiens et les patients, bien sûr, pour qu'ils soient vaccinés. Et il faut s'adresser à des schémas renforcés, respectant le polysaccharidique avec, bien sûr, le conjugué auparavant. Et il ne faut pas oublier de revacciner les allogreffés. Et je vous remercie. Merci professeur Benhussein pour cet exposé très très intéressant, donc qui a fait un panorama d'abord sur le pneumocoque et puis sur les conditions de vaccination chez les déficitaires, les déficits immunitaires, chez les patients qui présentent des déficits immunitaires. Et s'il y a une question de la salle pour Madame Benhussein à propos de sa présentation. En attendant, donc je vais profiter du micro pour vous demander, est-ce que quand même il y a des recommandations c'est-à-dire c'est très clair ce que vous avez comme recommandation, mais est-ce qu'il y a quand même des cas au cas? Parce qu'on sait que la pathologie du déficit immunitaire, c'est des maladies hétérogènes, chacun répond à chaque manière, l'immunogénicité des vaccins n'est pas la même. Donc, est-ce que quand même il y a des cas particuliers, dans le même cas particulier de déficit immunitaire? Quand est-ce qu'il faut quand même référer le malade exclusivement à son médecin traitant, même pour la vaccination? Quand est-ce qu'il faut référer le petit, c'est-à-dire le petit qui est suivi pour déficit immunitaire chez son spécialiste, pour qu'il continue, qu'il veille sur son programme de vaccination?
Ok. Alors, bien sûr, il y a toujours du cas au cas, ça, c'est sûr. Par exemple, si on prend les skids, on les vaccine pas en général, même pour le pneumocoque, parce qu'ils ont une immunodépression assez profonde. Donc, même pour l'immunogénicité et tout, on le fait pas. C'est-à-dire, l'urgence pour nous dans les skids, c'est d'activer la greffe et bien sûr revacciner après. Parce que en tout cas, on va rien avoir. Il faut protéger l'enfant. Déjà, l'enfant, il va être dans une enceinte qui est stérile avec du flux laminaire et jusqu'à sa greffe. Donc, on va pas le vacciner parce qu'on va pas gagner grand-chose. Et bien sûr, il faut bannir, sans que je parle des vaccins vivants, il faut les bannir tout simplement. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire pour les DIH, c'est pour cela que j'ai fait le point sur ça. Parce que des fois, on disait qu'il y a ces immunoglobulines qui protègent de toute façon. C'est pas la peine de vacciner. De toute façon, ils vont pas répandre. Il y aura pas les anticorps. Mais les études ont montré qu'il y a vraiment un effet bénéfique. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Oui. Madame Indo, après professeur Hassani Amal. Ok. Merci Madame la Présidente, merci au professeur Benseim pour cette très belle présentation qui vraiment permet de faire une mise à jour de cette vaccination qui n'est pas vraiment facile. Effectivement, j'ai compris que c'est au cas par cas. Alors j'ai deux questions. La première, c'est dans la première partie, vous avez parlé d'infection invasive à pneumocoque. Je ne sais pas, est-ce que vous en avez encore dans votre expérience et est-ce que ces cas ont présenté des séquelles? Parce que nous, dans notre expérience, avant l'introduction du vaccin contre le pneumocoque, on avait beaucoup de cas de méningite à pneumocoque, mais qui laissaient surtout des séquelles, surtout chez les enfants porteurs de drépanocytose. L'autre, c'est peut-être une contribution, c'est l'étude que vous avez présentée qui a montré qu'avec le long terme, on a un renforcement de l'immunité. Et donc, cela, je crois, ce qu'on doit tirer de cette étude-là, nous, en tant que pédiatres, c'est la patience. Ne pas se dire qu'ils ont des anticorps, on leur donne des immunoglobulines, ne pas vacciner. Même s'ils n'en produisent pas assez, le fait de faire le vaccin contre le pneumocoque permet de renforcer l'immunité contre les autres infections et ça développe l'immunité de type troupeau, comme on dit. Et donc, ça, c'était juste une contribution. Merci beaucoup pour la présentation. Merci pour votre contribution. Professeur Benseim, merci beaucoup pour votre excellente présentation. Moi, ma question, c'est par rapport au schéma vaccinal chez les immunodéprimés à partir de l'âge de 2 ans. Je n'ai pas bien compris, parce que nous, on a l'habitude de vacciner les asthmatiques sévères, les drépanocytaires, les maladies respiratoires sévères, les mucos, etc. Donc, on donne le vaccin conjugué, donc avant l'âge de 2 ans, en fonction du diagnostic. De l'âge du diagnostic, on continue le schéma. Et après 2 ans, on donne le vaccin polysaccharidique tous les 3 ans. C'est-à-dire on refait avec une vaccination répétée tous les 3 à 5 ans, bon, tous les 3 ans en pratique. Est-ce qu'on fait la même chose chez les immunodéprimés? Merci. Alors, merci d'abord pour votre question. Donc, effectivement, ce qui a été en fait toujours fait, c'est le polysaccharidique, le vaccin polysaccharidique. Après l'âge de 2 ans, on dit que le patient il va répandre et donc on le vaccine à chaque fois. Mais les études, ils ont montré, surtout pour les drépanocytaires, qui s'approchent beaucoup des déficits immunitaires. Si je ne me trompe pas, ils vont être inclus. Il faut renforcer normalement le polysaccharidique. Il n'est pas suffisant. D'ailleurs, on a vu la recommandation de la société saoudienne, même pour les adultes qui dépassent les 50 ans, il faut vacciner par le conjugué et 8 semaines, il faut, c'est-à-dire donner le polysaccharidique pour renforcer et le titre des anticorps qui va être produit et renforcer aussi l'immunogénicité que vont avoir ces anticorps qui sont produits. Je pense, j'ai pas fait de recherche spéciale pour les asthmatiques, mais je pense pour les asthmatiques, il n'y aura pas vraiment de problème à vacciner juste par les polysaccharidiques parce que c'est vrai que l'asthme, c'est un facteur de risque à développer des pneumocoques, mais en lui-même, c'est pas un état d'immunodépression assez important. Sauf si je me trompe. De toute façon, je vais chercher la littérature, sinon je vais la... Merci, Benseim. Chauffe, le système immunitaire est bien chez tous les malades, sauf les déficits immunitaires héréditaires et de VIH.
un enfant asthmatique, il a un bon système immunitaire, peut-être un peu trop, il ne tolère pas beaucoup de substances. Donc la vaccination, il va être protégé à vie. Même s'il n'a pas d'anticorps, il a des cellules mémoire. Drépano, etc. Donc, pas la peine d'aller faire d'autres tous les 3 ans. C'est pas la peine. Tout à fait. Il y a une question, je crois. Oui, non, c'est juste. Professeur Tandaha, je confirme. past présidente de l'African Society. Merci beaucoup. Un grand immunologiste spécialiste des vaccinations et il est de Dakar. Marhaban. Merci beaucoup, mais c'est vraiment une très belle présentation, franchement. Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur Boussira qui dit que, mais avec le peu de cellules de mémoire qu'on a, on est presque protégé à vie. Et ça, c'est incroyable. Malgré le fait qu'il y ait un déficit immunitaire primitif, vous avez vu que toutes les présentations qu'elle a montrées, elle a montré une bonne réponse immunitaire qui est là quand même et qui protège pendant longtemps. Et cette question-là a été posée dans le cas du VIH il y a une 30aine d'années. Et le VIH était assez particulier parce que simplement il y avait une activation de la réplication virale. Les gens pensaient que en vaccinant, non seulement on va entraîner une production d'anticorps et mettre en place des lymphocytes de mémoire, mais également il y avait le risque pratiquement de réactivation du vaccin, du VIH qui était au stade latent. Et ça a amené la controverse. Ce n'est pas le cas pour le déficit immunitaire primitif. Et donc, ce qui fait que, évidemment, ça confirme un peu le fait que le doute que les gens ont souvent avec le déficit immunitaire primitif, ça ne doit pas exister pour cela. Je crois qu'il faut que les gens aillent un peu plus loin, acceptent pratiquement de vacciner leurs patients et de savoir réellement qu'il y aura à la fin une très bonne réponse. Le peu de lymphocytes qu'ils ont, le peu d'anticorps qu'ils ont, seront suffisants pour les protéger pendant très, 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 très longtemps. Peut-être envisager, peut-être demain, de faire des rappels. Certainement. Ça serait peut-être une très bonne chose. En tout cas, c'est une très belle présentation. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On va poser une question à monsieur le docteur Abdilah Elzraq, qui est omnipraticien. Est-ce que tu es prêt à vacciner au pneumo des diabétiques et tes malades? Merci, madame professeure Benhassain, pour votre présentation qui, hélas, doit être présentée dans les congrès des adultes, pas aussi en pédiatrie, parce que c'est une présentation qui, excellente, présente le risque. La mortalité est énorme chez les adultes. Le pneumocoque, il tue. Nous, on ne vaccine pas les adultes. Qui de nous passe la main à l'âge de 18 ans au médecin de l'adulte pour lui dire continuez la vaccination? Dans la salle, on trouve les adultes ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vacciné par le DTC et qui continue à le faire jusqu'à l'âge de... C'est vrai que nous, en diabétologie, on voit beaucoup, bien sûr, de problèmes que les gens ils ont au niveau de leur système immunitaire qui diminue. Il n'est pas totalement défaillant, mais on a besoin de le réveiller. D'autant plus qu'on voit qu'on a des patients qui compliquent plus que les autres. Des patients qui ont des amputations plus que les autres. Est-ce qu'ils n'ont pas des petits problèmes de déficit qui s'accentuent en dehors de la pathologie elle-même du diabète et autres? Et donc, on a intérêt à sensibiliser beaucoup plus les médecins qui s'occupent des adultes aussi de l'intérêt de cette vaccination et que l'on rende cette vaccination obligatoire pour partir l'Umra ou le Hajj. On fait le méningo, mais on ne fait pas le pneumo, alors que le pneumo, il tue beaucoup plus que le méningo. Les statistiques que vous avez données sont énormes. Je remercie, bien sûr, je profite de l'occasion pour remercier ce congrès extraordinaire qui Inch'Allah, on fera de la sorte à ce que ces présentations soient faites chez l'adulte, au niveau de nos congrès, nous, qu'on gère, parce que c'est extrêmement important. Je remercie bien sûr ce grand congrès et le professeur Bousfeha, je préfère pour vous remercier parce que vous portez réellement à juste titre le titre du père du PIB africain. C'est extraordinaire parce que... PIB, il veut dire. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion, à cause du Covid, de profiter de se rappeler de ce que c'est que l'immunité. Et il a toujours dit que
le système immunitaire, il est très fort, il répond, sauf que quand il est quiescent, il faut le secouer et le réveiller. Je vous remercie encore une fois et merci beaucoup pour votre invitation. Et merci, professeur Blessé. Merci, cher maître. La session est terminée. Je vous invite à faire la pause café et on continue. Merci tout le monde. Dans 15 minutes, s'il vous plaît, comme ça on ne terminera pas très tard. On a notre programme. Merci.